de l'exil qu'avaient vécu cette génération, première et deuxième, que vous avez évoquée ce matin. Je vous fais ces propositions, donc maintenant, de réparation du préjudice psychologique. Alors évidemment, on ne parlait pas de ça il y a 60 ans, et les neurosciences, qui sont quand même une science récente des années 80, nous amènent aujourd'hui à pouvoir poser les problèmes de résilience, les capacités aujourd'hui de reconstruire des identités qui ont été traumatisées et qui vivent des existences difficiles, d'inhibition, de blocage, et de situations de transmission même par rapport à leurs propres partenaires, hommes-femmes, à travers leur propre famille, à travers leurs propres enfants. Ma première proposition, puisque je pense que nous devons donner la possibilité de se libérer à ces personnes de leur chaîne, mais nous en sommes tous là. Il n'y est pas, aujourd'hui, quand nous parlons de santé mentale, évidemment, les préjugés sont tenaces et on se dit malade psychiatrique. Il n'en est pas question. Il est question là de perturbation par rapport à des événements qui ont causé un stress post-traumatique. Plusieurs. Alors, je propose la mise en place d'un comité d'experts en stress post-traumatique afin de définir et de modéliser un protocole d'accompagnement spécifique à chacune des 3 générations harkis. Et j'entends dans ces 3 générations-là les femmes, les hommes et les enfants, car chacun va s'exprimer différemment et aura évidemment un accompagnement spécifique. Je pense aux enfants, par exemple, par l'art-thérapie. Je pense, par exemple, à la seconde génération par les arbres psychogénéalogiques, de manière à retrouver, si vous voulez, dans un sociogramme, eh bien, toutes les dates qui ont pu, à un moment donné, créer un stress post-traumatique, un exil, un viol, une mort brutale, et même la vision d'horreur de la guerre. Je parle aussi, évidemment, des hommes de la première génération, des combattants qui, comme nous le savons, sont des soldats qui vivent ces stress post-traumatiques en situation extrême de combat. Ma deuxième proposition, c'est de répertorier, de valider les professionnels en stress post-traumatique sur tout le territoire français, en mesure d'accompagner les harkis, autant les hommes, les femmes et les enfants. J'insiste bien là-dessus. Ma troisième proposition, c'est une prise en charge totale des séances nécessaires à chaque cas par l'assurance maladie. 100%. Ensuite, c'est une autre partie. C'est une autre partie. Je souhaite, pour conclure, que cette résilience fasse passer d'une situation de victime, toutes ces personnes, toute cette population, à une situation d'apaisement. Enfin, la possibilité de penser en paix et de se trouver une capacité à s'insérer dans notre situation. On peut avoir toutes les mesures d'insertion que nous voulons. Tant qu'il n'y aura pas cet apaisement, nous aurons des difficultés, effectivement, avec ces personnes. Ma dernière proposition, alors elle rejoint un petit peu notre ami Régis Pierret. Je souhaite que nous incitions, que l'université, et je suis en lien d'ailleurs avec le doyen des universités, la possibilité de développer des thèses doctorantes spécifiques aux harkis, en anthropologie, en sociologie. Elles n'ont pas été faites. Elles n'ont pas été déposées. Non, attendez, laissez-moi terminer. En sociologie, des cultures et des traditions. Mais écoutez, alors, quand même, par rapport à tout ça, il y a quand même pas mal de travaux qui ont été faits sur la communauté harki. Je crois que là, les gens qui sont de l'autre côté, qui sont avec vous à côté, peuvent en témoigner. Il y a des travaux qui ont été faits. Des travaux d'histoire. Attendez, je parle de docteurs spécifiques sur l'histoire harki. Spécifique. Abderrahmane Moumen, par exemple, était tout à fait, lui, dans l'esprit de développer, justement... Oui, alors, qu'elles permettent, justement, qu'elles instruisent l'histoire de France, et c'est dans ce lien-là que je souhaiterais que ces spécialistes, aujourd'hui... Par rapport à ce que vous dites, ces travaux ont été faits, donc je crois qu'effectivement c'est très bien, mais c'est des travaux qui se sont déjà faits là. Oui, mais quand même sur des choses, au niveau sur la question des harkis, je crois que la communauté harki connaît, il y a eu quand même un très bon travail qui a été effectué il y a quelques années
par Mandamou, ils sont devenus harkis. Il y a eu énormément de travaux qui ont été réalisés. Des travaux de psychologie aussi qui ont été réalisés sur les harkis. Je ne sais plus qui avait écrit d'élite faciès, justement, qui est une étude psychologique. Voilà. Alors, permettez-moi de terminer, que ces thèses qui sont menées, ces doctorants qui seront donc en mesure de parler d'un sujet très particulier, et ceux que je viens d'évoquer là par exemple, ils ne sont pas exhaustifs, permettent ensuite un enseignement universitaire. C'est dans cet esprit-là que je souhaite que nous développions, pas uniquement des manuels scolaires à vocation des collèges ou des lycées, mais à vocation universitaire de la même manière. J'entends bien, nous sommes d'accord. Par rapport à ce que vous dites, je vous en prie. Pour intervenir juste comme ça, mais c'est au niveau de la question de fond à chaque fois au niveau d'un sujet, au niveau, quand on parle au niveau de l'université, ça veut dire qu'il y a aussi une résonance auprès effectivement que vous ayez une demande d'étudiants pour tout à fait travailler ce sujet. D'où l'incitation. C'est une interrogation. Par contre, effectivement, je crois que après, je crois que la question des harkis rejoint d'autres thèmes au niveau des sciences humaines, sur la question de l'histoire, sur la question de la question de la mémoire, sur la question des victimes, sur la la résilience. On est sur des thèmes qui sont si travaillés. Après, moi, toutes les questions vraiment que ça me pose à chaque fois, c'est est-ce qu'il faut rester dans le stigmate ou est-ce qu'il faut aussi sortir un peu du stigmate? Dans un premier temps, je pense qu'il est nécessaire de spécificiser, de singulariser, plus exactement, et de permettre justement ensuite un élargissement avec d'autres transversalités universitaires. Je suis tout à fait d'accord dans un esprit de singularisation dès le départ. Ensuite, nous pourrons avoir une vision plus globale, plus holistique, comme on dit. Par rapport au groupe de travail d'aujourd'hui. Alors, ce matin, je vous ai parlé, si vous m'avez bien entendu, de redonner la parole. Redonner la parole, redonner la dignité, c'est permettre à un moment donné la possibilité d'être entendu. Vous savez très bien qu'on se met à parler des événements, des choses, lorsqu'elles sont reconnues sur un plan collectif, ce que j'ai évoqué ce matin. Ce type de démarche, de démarche universitaire, a pour but justement de mettre sur la scène public, sur la scène collective, si vous voulez, la possibilité de dire « Ah ben j'ai vécu ça, moi. Ah mais j'ai le droit de parler de ça. » Et j'ai le droit à ce moment-là de dire, et je peux être cette fois entendu et compris. Ce qui a fait le non-dit des premières générations, c'est qu'ils se pensaient incapables de pouvoir dire, de pouvoir témoigner à d'autres personnes ce qu'ils avaient vécu, parce qu'ils étaient seuls. Moi aussi, j'étais ancien combattant, et j'étais également lycéen, j'ai une licence en droit et j'ai fait même fini comme directeur d'hôpital. Alors ne venez pas me donner des conseils là-dessus. Hein. Des conseils sur quoi? De quoi pensez-vous que je parle en ce moment? Les témoignages. Non, on ne parle pas de témoignages historiques, on parle de ce qu'on a vécu dans un stress post-traumatique. Non, je parle de la sidération et de l'effroi que peut venir apporter à une personne. Je peux rentrer dans les détails si vous voulez, mais il est clair que ce traumatisme qui va perdurer toute une vie et qui va se transmettre sur les générations, ça n'est pas simplement une histoire racontée, c'est aussi une souffrance vécue. Or, il est très difficile de parler d'une sidération. Vous devrez effectivement bien reconnaître que cet effroi qui est causé par la personne la prive de langage. Et nous savons aujourd'hui que donner des mots pour ne pas créer des mots MAUX, eh bien, c'est quelque chose d'indispensable. C'est dans cet esprit-là. Et je respecte bien sûr ce que vous avez pu vivre, comme ce que tous les soldats et les combattants ont pu vivre. Mais je parle aussi des femmes qui ont vécu ces agressions. Je parle des enfants qui en ont été témoins. Je parle d'un enfant notamment dont je ne citerai pas le nom, mais qui a assisté à l'éventration d'une femme enceinte et à la sortie du bébé du ventre de la mère, après avoir été égorgé ensuite. Je pense que toutes ces choses empêchent de pouvoir en parler, ou en tous les cas créent une situation telle que la personne est inhibée longtemps dans sa vie par rapport à ce qu'elle peut vivre par la suite. Voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails plus que cela, mais vous avez compris l'importance. Vous avez compris l'importance de cette démarche de réparation. Post-traumatique, je pense qu'on s'éloignerait sinon quand même du sujet qui nous préoccupe. Je retiens par contre de votre proposition, de votre propos, l'idée d'un accompagnement du préjudice psychologique à travers y compris des spécialistes. On va faire le mot spécialiste à expert en l'occurrence. On va revenir d'ailleurs peu importe. sur expert. Oui, si vous voulez. Je pense que ça peut être une idée Monsieur le préfet, un dernier point, une dernière remarque, et j'en terminerai. Je pense que si nous avons vécu le XXe siècle comme
un siècle des camps, le XXIe siècle risque bien de devenir un siècle des exilés, des migrants. Je crois que si nous pouvons modéliser cet accompagnement qui aura été mis en place par rapport à une population donnée, eh bien, elle pourra servir à d'autres populations qui se trouveront dans la même situation dans les années qui vont venir et dans les décennies à suivre. Voilà, donc c'est pédagogique en plus. Merci, monsieur. Merci à vous. Attendez, oui.